C'est parti pour l'US Open 2023. Si tu ne veux rien manquer de mes quotidiennes enflammées, mon très cher Goat, abonne-toi juste ici. C'est hyper simple. Tu prends le petit pouce comme ça et tu cliques sur le rectangle rouge. Casper Ruud envoie une saucisse aux experts de Twitter. Team renaît avec une victoire face à Public et la détresse de Sakkari. C'est le programme charismatique de ton premier digest de l'US Open et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec, oui, allô, oui, quoi, ça commence. Oui, vous avez des images exclusives de Novak Djokovic en train de battre Alexander Muller hier soir, d'accord, très bien. Et en quoi ça me concerne? Séquence de chiottes. Suite à cette victoire, donc, c'est José Morgado qui nous l'explique. Novak Djokovic reviendra à la place de numéro 1 mondial au terme de l'US Open. Vous le savez, hein, il est déjà leader de cette statistique avec 389 semaines à la première position mondiale. On enchaîne, autre info dans ce côté réseau, ça va aller très vite, hein. Il faut qu'on mette du rythme parce qu'il y a beaucoup de choses à couvrir aujourd'hui avec Dominic Thiem et Alexander Bublik. Alors, Bublik a sorti une phrase, je trouve, particulièrement odieuse. Il a dit en gros, hein, dans sa langue natale, j'en ai marre de remettre tous ces handicapés dans leur carrière. Ok, très bien. Alors Thiem a réagi par rapport à ça, hein, et forcément la grande classe toujours dodo Thiem. Je ne sais pas si la traduction est correcte, alors on te confirme, elle est correcte. Il a vraiment dit ça? Oui, ce sont des mots durs, quelque chose qu'on ne devrait pas dire en général, juste par respect. Peut-être qu'il ne l'a pas dit de cette façon, mais que puis-je dire à ce sujet? Donc il a vraiment écarté la polémique d'un revers long de ligne. Nick Kyrgios avait quelque chose à dire sur le sujet, alors Nick a dit c'est horrible. C'est franchement pas loin d'être horrible de dire quelque chose comme ça. Là, en fait, c'est un peu comme si Charles Manson se plaignait que le quartier était mal fréquenté. Bublik qui n'est pas à son premier dérapage. Alors on l'adore, hein, Alexander, quand il est impliqué dans son tennis comme à Halle, et puis des fois il y a des craquages monumentaux. On se souvient de ce qui s'était passé à Stuttgart entre lui-même et Murray, Judy Murray qui a encore les oreilles qui sifflent, hein. Je vous laisse faire une petite pause sur cette capture. La stat de la journée concerne le Big Four. Vous le savez, Holger Rune a été éliminé dès son entrée en lice. On va en parler d'ici quelques instants. Mais Constance, hein, qui nous rappelle, Federer, Nadal, Djokovic et Murray ont disputé 200 matchs au premier tour des tournois du Grand Chelem en tant que tête de série numéro 1 à numéro 4. Donc ça fait 200 victoires pour 0 défaite. Parce que voilà, les mecs étaient inhumains. Alors on arrive, hein, au craquage démentiel de Maria Sakkari, mais regardez là, oh là là, les grosses larmes chaudes, des larmes coulantes sur les joues rebondies de Maria Sakkari. Regardez là, en détresse absolue, on va la voir, voilà, elle est vraiment dans un état post-apocalyptique. Elle a expliqué, hein, peut-être que je dois faire un break, je ne sais pas ce que je vais faire, je souffre sur le court, c'est difficile, hein, bien sûr. J'essaie de tout faire pour m'améliorer. José qui nous rappelle en plus, José toujours à mettre le petit pic là où il le faut. Les derniers matchs de Maria Sakkari en Grand Chelem, ils sont terribles, hein. C'est 3 premiers tours, un troisième tour, un deuxième tour, un troisième tour, un deuxième tour. Elle n'arrive pas à passer la première semaine, elle est vraiment engluée. Mais pour parler sérieusement quelques instants, en fait le tennis, tu te rends compte que quand ça fonctionne, quand ça clique, bah c'est génial, c'est superbe, t'as le soutien du public, tu joues bien, t'es heureux, tu voles sur le court, et puis il y a des moments comme ça, des mois, des semaines, des années, où les choses te résistent, t'arrives pas à trouver le bon dosage. C'est vraiment des Formule 1, les joueurs de tennis, ça se joue à pas grand chose. C'est un soupçon de confiance, c'est un travail spécifique sur un coup, c'est ce qui se passe aussi dans ta vie personnelle. Enfin, il y a beaucoup de choses à prendre en ligne de compte, et c'est un sport qui vous torture, quoi. Vraiment, je pense que c'est un des sports les plus difficiles à pratiquer. Un autre joueur dans la sauce actuellement, c'est Félix Auger-Aliassime. Regardez la liste. C'est Je7 qui nous le rappelle encore une fois, les 10 derniers tournois de Félix sur le circuit, et ça fait beaucoup de croix rouges, hein, j'ai l'impression. 3 victoires, 9 défaites pour Félix, il est 50e à la race. C'est une année qui est cataclysmique, avec des problèmes de blessures, et désormais, eh bien, une confiance qui est complètement volatilisée. Terminons ce côté réseau avec Casper Ruud, qui avait des mots à faire passer sur tennis Twitter, sur les trolls, sur les personnes qui le critiquent, qui voient en lui un simple David Ferrer de Wish. Comment ça, c'est moi? Alors, il a expliqué, hein, j'ai lu un tas de ces soi-disant experts du tennis et leurs opinions. C'est juste fou, cela m'énerve d'une certaine manière, car j'ai l'impression que si vous n'avez pas joué professionnellement dans le passé, la plupart d'entre vous n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Et ça, on revient éternellement à la même question, c'est qu'est-ce qui te donne la légitimité de parler d'un domaine? Est-ce qu'il faut avoir été
aller top 10, top 15, top 20 pour parler de tennis par exemple? Est-ce que c'est vraiment un critère fondamental? Ou est-ce qu'on peut discuter de tennis et avoir des avis pertinents sans avoir cette expérience du plus haut niveau? C'est un vrai sujet, c'est intéressant je trouve qu'ils mettent ça sur la table. Pour les fans, si quelqu'un écoute ce que je dis, je ne considérerais tout simplement pas plus de 5% de ce que disent les soi-disant experts du tennis sur Twitter comme de bonnes informations. Donc là il envoie un missile téléguidé à Casper Ruud en rose. Il est intéressant de voir à quel point les gens exagèrent tout le temps sur les réseaux. Alors ça c'est vrai bien sûr, on est obligé de le faire en fait. Parce qu'il n'y a que ça qui fonctionne maintenant, en fait on est dans une telle démesure, on est dans l'ère de la post-vérité, on doit vraiment toujours mettre une emphase, etc. On est un peu piégé par rapport à ça, et pas simplement les observateurs, hein, je pense. C'est évidemment global, c'est un problème de société beaucoup plus large que les réseaux sociaux qui, oui évidemment, là on le voit vraiment d'une manière nue, d'une manière brute. On passe du statut de meilleur joueur du monde à celui de pire joueur de l'histoire d'une semaine à l'autre, c'est vrai, c'est juste comme observation de la part de Casper. C'est un mauvais endroit pour passer trop de temps, et c'est là aussi où tu te dis, est-ce que c'est pas un problème par rapport à la nouvelle génération de trop lire, de trop voir ce qui se passe par rapport à eux, les critiques qui peuvent être très directes de la part des fans? Est-ce qu'il faudrait pas avoir un certain filtre par rapport à ça et tout simplement en fait ne pas avoir un Instagram ou un Twitter si tu es un joueur professionnel? Parce que ça peut être très difficile de les prendre, ces critiques pleine face. On bascule sur le coin tactique et c'est le gros crash de la journée. Holger Rune qui est éliminé dès son entrée en lice à l'US Open. Une défaite pas forcément surprise hein, quand on observe les dernières semaines de Holger et ses problèmes de dos notamment. Alors là on a vu très vite dans la partie des difficultés à se dégager et une certaine impatience à l'échange. Et de son côté, Carballés Baena, alors j'ai trouvé très bon. Il a pris la balle montante au maximum pour priver de temps Holger Rune, pour le forcer à rester à 3-4 mètres de la ligne de fond, à courir, à faire des reprises d'appui compliquées. Il est à 31 coups gagnants, 21 fautes directes Carballés Baena sur cette partie, c'est un excellent ratio, lui qui pourtant fait une saison assez cataclysmique depuis son titre à Marrakech. On va le voir très vite, pour compenser ses déplacements et ses rallyes, Rune va essayer d'aller au filet le plus possible. Sur le 7-1 et le 7-2, il est à 22 sur 27 de réussite au filet, donc c'est très bon, et on va le voir à partir du moment où ses problèmes physiques vont vraiment s'accentuer, on va plus vraiment le voir à la volée. Il est à 10 sur 16 sur les 2 derniers sets. L'idée c'est ça quoi. Pourquoi tu joues ? Pourquoi tu joues la tournée américaine alors que t'es manifestement diminué? Ici, 50e minute, il est au bout de sa vie. À 4-1 dans le 3e set, il va se faire manipuler. Alors c'est derrière la rotule, derrière le genou, un petit peu aussi sous l'arrière de la cuisse. Il y a 4-1, il va réussir à faire un débreak. Alors on le connaît, hein, Rune, il rentre dans la tête de ses adversaires avec des MTO parfois entre guillemets fictifs. Mais là, il y avait juste beaucoup trop d'écart entre les deux hommes sur le niveau athlétique. Là, on le voit encore une fois, hein, les courses latérales qui sont pas du tout assurées. Il a balancé beaucoup de points, une performance erratique de la part de Rune, et on espère juste en fait le revoir en bonne santé d'ici la fin de la saison. Un autre moment fort de cette première journée à l'US Open, c'est la victoire de Dominic Thiem, hein, qui a été vraiment acclamé, poussé par le public américain, qui se souvient bien sûr de ces matchs légendaires à l'US Open. Je pense au match contre Nadal, hein, qui commence par un 6-0, vous vous souvenez de ce match, qui était complètement épique. Alors on a retrouvé un coup droit en fixation de qualité de la part de Dominic Thiem, et ça c'est l'un des grands problèmes depuis qu'il essaie de revenir à son meilleur niveau ces derniers mois, j'ai envie de dire même ces 2 dernières années. Là, je l'ai trouvé très tranchant avec pas mal de longueur. Un autre point d'importance et rassurant pour les fans de Dominic Thiem et pour lui-même d'ailleurs, c'est ses qualités athlétiques, son niveau athlétique. Beaucoup de courses vers l'avant, forcément. C'était un atelier course vers l'avant avec Bublik, vu que le joueur kazakh a envoyé environ 15 amortis par jeu. Bublik, justement, c'est 27 coups gagnants, 44 fautes directes et un refus de jeu très vite dans la partie. Alors, on a parlé de ce qu'il a dit dans le côté réseau, mais globalement, l'attitude, elle est catastrophique. Hein. L'image du match, c'est ça, hein, ça me fume totalement. On a Dominic Thiem qui va se changer à la fin d'un set, et derrière, vous voyez Bublik qui est en train de massacrer sa raquette. La curiosité de la Night Session la nuit dernière, c'était entre Tsitsipas et Raonic. Beaucoup d'inquiétudes par rapport à Tsitsipas, parce que beaucoup de changements actuellement dans sa vie. On a le papa qui a été évincé au profit de Mark Philippoussis, qui travaillait déjà avec le clan Tsitsipas depuis l'été 2022, qui avait été écarté momentanément au printemps 2023. Et en fait, ce qu'on a vu, tout simplement, un Raonic
pas au niveau physique, hein. Là 3 doubles fautes pour donner le break, il est simplement à 46% de première balle, donc c'est pas assez, 33% derrière sa seconde, et il a subi un total de 5 breaks. Ici il va envoyer une merguez juteuse dans le couloir. Donc on a très vite compris hein, pour Raonic qu'il n'était pas dans des dispositions suffisantes pour disputer un match en 3-7 gagnant. Ici il va avoir toutes les peines du monde à se dégager de ce coup droit, il va réaliser une faute directe, et on a vu un delta monumental entre les deux joueurs. Tsitsipas qui a toujours un déplacement et une qualité athlétique élite, et à contrario Raonic très difficile avec ce bandage au niveau du genou qui l'empêchait également de bien se propulser sur ses services. S'il y a eu un break pour Raonic dans la troisième manche, ce n'est simplement qu'une petite péripétie, hein. Tsitsipas qui va recoller immédiatement, qui va double breaker d'ailleurs. Alors toujours ce problème, hein, les gros services sur le revers qui ont été difficiles à tanker pour le joueur grec. Il faudra voir hein, sur la suite du tournoi parce que c'est toujours évidemment un gros point faible dans son arsenal. Et on se termine avec la reco du jour, les matchs à ne manquer sous aucun prétexte. La nuit prochaine, on a l'entrée en lice de Carlos Alcaraz en night session, ce sera forcément spectaculaire. Yannick Sinner également hein, qui sera programmé sur le Louis Armstrong à 1h du matin. Et sinon à partir de 17h, hein, je vous montre la liste des matchs dans tous les sens, du triple, du quadruple, du quintuple écran. C'est toujours hein, le gros délire de suivre les premiers tours d'un grand chelem. On se retrouve demain pour en parler. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des burgers.